Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une émission hebdomadaire dans laquelle on va revenir sur Bitcoin, sur la macroéconomie. On va se poser la question suivante, est-ce que le bull run est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est toujours prévu pour cette fin d'année? Et jusqu'où, justement, on peut retracer maintenant avant d'avoir le décollage, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur les cryptos entiers, à savoir qu'on a eu une clôture plutôt positive sur le mois d'août au niveau du Nasdaq et du S&P 500. Malheureusement, ça n'a pas été le cas sur le BTC et sur les cryptos en général. On va expliquer pourquoi et l'impact que ça peut avoir par la suite. Pourquoi le BTC est si faible en ce moment. On revient sur tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et on commence tout de suite par une analyse du total market. C'est la représentation de l'ensemble des cryptos, BTC compris, Ethereum et l'ensemble des altcoins et des stablecoins. Et quand on regarde cette charte qui représente vraiment en fait une forme d'indice qui représente toutes les cryptos, ça nous donne une bonne représentation de là où on se trouve. Certes, BTC a pris la TH en mars 2024, mais on voit que ce n'est absolument pas le cas sur l'ensemble des cryptos, et on voit que la altcoin season pêche vraiment, a beaucoup de mal à arriver, et c'est une des raisons pour lesquelles ici on peut vraiment statuer qu'on a eu une hyper accélération de BTC, uniquement de BTC. Certes, les autres cryptos, les altcoins ont quand même suivi, mais il n'y a pas eu vraiment d'engouement suffisamment fort pour représenter justement un véritable bull run. Donc là-dessus, on a toujours une confrontation de ceux qui ont vendu dans cette zone ici, qui disent que globalement le bull run est terminé. Le bull run, c'était juste cette phase d'accélération. Sauf que quand on regarde, oui, le BTC a dépassé un ATH, mais ce n'est absolument pas le cas sur le total market cap. Donc pour moi, on est encore une fois très loin de cette notion de bull run. On a eu une hyper accélération liée à une nouvelle. On va reparler de ça après, mais c'était les ETF spot Bitcoin qui ont injecté énormément de liquidités. Mais vous allez voir que ça a déstructuré le marché, mais ça empêche qu'on revient dans des éléments qui sont relativement solides. Donc oui, pour moi, le bull run aura toujours lieu. Je vais vous expliquer pourquoi, quels sont les éléments nécessaires à comprendre par rapport à ça, et on va définir jusqu'où on peut retracer quels sont les targets que l'on pourrait avoir justement en fonction des différents niveaux de retracement. Avant, pourquoi je vous dis que le bull run n'est pas terminé et très loin d'être terminé, contrairement à ce qu'on peut lire sur les différents commentaires ou sur certaines positions au niveau de crypto Twitter. C'est généralement le positionnement de personnes qui ont vendu et qui se confortent justement dans cette façon-là, au lieu d'avoir une gestion du risque plutôt cohérente, de se dire est-ce que oui ou non le bull run va repartir. En fait, on s'en fout d'avoir raison ou pas, ce qui nous intéresse c'est vraiment de faire de l'argent, et pour ça il faut concentrer sa gestion du risque en se disant ok, bah, j'ai un scénario où je peux avoir le bull run qui repart, un scénario où je peux avoir le bull run qui ne repart pas, et donc en effet j'avais une phase d'accélération. L'important c'est d'être préparé et de gérer chacun des risques en fonction de ça, de façon à être prêt à saisir les différentes opportunités qu'on pourrait avoir sur cette période-là. Pour pouvoir rediriger un petit peu sur quelque chose qui est très factuel, qui est la représentation dans la courbe noire du cours du BTC et dans la courbe orange, le hash price. Le hash price, c'est très simple, c'est globalement les revenus des mineurs de BTC par niveau de difficulté que l'on peut retrouver. C'est quelque chose qui est très important et qui permet de valider l'impact réel des halvings, et on voit que l'impact des halvings est quand même descendant. On voit bien que la courbe est en train de se calmer petit à petit, mais par contre on voit bien qu'on a une structuration identique, que ce soit en 2017, que ce soit en 2020, que ce soit ici en 2024. Systématiquement après le halving, on voit un drop, puis une période de stabilisation. Pareil, drop, période de stabilisation, drop, période de stabilisation, qui peut durer, encore une fois, assez longtemps. On voit quand même qu'on est sur 150, 160, 180, 200 jours, quelque chose qui prend énormément de temps, dans lequel le prix du BTC stagne, alors que le halving a impacté directement les revenus des mineurs de BTC, et vous posez la question, oui, mais en quoi ça importe? C'est que tout simplement, sur les itérations qu'on a déjà eues, donc le nombre de fois où ça s'est déjà passé, on a vu que c'était des phases d'opportunité d'achat dans lesquelles, en effet, le prix réaccélère derrière. Le halving est passé, ce n'est pas quelque chose qui agit directement sur le prix, mais qui agit sur l'industrie qui est derrière la protection de Bitcoin, qui est derrière la structuration du prix de BTC, parce que oui, c'est une industrie qui investit énormément, et une fois qu'on a cette stabilisation du prix, qu'on a cette stabilisation des revenus, on a une accélération du cours. Et c'est quelque chose qui est structurel et qui forme ce cycle de 4 ans. Ce n'est pas pour rien, on dit que c'est le halving, mais en fait c'est surtout l'industrie qui est derrière qui permet d'avoir cette forme de cyclicité
pour pouvoir structurer. Et on voit qu'on est exactement dans la même structure. Nous sommes actuellement dans cette phase d'opportunité, et on va revenir dessus dans quelques instants, parce que oui, BTC actuellement, on est dans une phase de latérisation. Oui, c'est compliqué au niveau de BTC, parce que on se stabilise, parce que on est dans une phase de léthargie, il ne se passe rien, et c'est très dur à vivre, alors qu'on a S&P 500 qui nous fait une clôture mensuelle en positif, quasiment à la limite d'un nouvel ATH, d'un nouveau plus haut, le Nasdaq qui était en négatif, qui repasse en positif, alors très très légèrement, je suis d'accord avec vous, mais qui est quand même plutôt positif, alors qu'on a des prises de profit massives sur les 7 magnifiques, qui sont justement Apple par exemple, dans lequel on a Warren Buffett qui a liquidé la moitié de sa position. Ce n'est pas rien, encore une fois, donc forcément on a une pression baissière qui est relativement forte, mais on a une macroéconomie US qui est plutôt positive, qui prépare clairement le 18 septembre. 18 septembre, si vous ne savez pas ce que c'est le moment où Jérôme Powell va certainement annoncer le pivot de la Fed, c'est-à-dire une annonce de la baisse des taux directeurs de la Fed. C'est quelque chose qui est vraiment anticipé par le marché, qui va être positif sur le long terme, mais dans lequel on risque d'avoir un drop assez fort. Donc encore une fois, un mois potentiellement de septembre assez compliqué. On va revenir dessus dans quelques instants aussi, mais ce qui est malheureux, et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'on a un S&P 500 et une macroéconomie qui est excessivement bullish, et à côté on a un BTC qui clôture ici ce mois d'août en négatif, sous les 60 000, sous les 59 000 sur le CME. Alors pour ceux qui ne savaient pas, mais le CME, c'est les futurs institutionnels qui ferment le vendredi soir. Donc la clôture a eu lieu le 30 août, parce qu'il n'y a pas de cotation après, c'est tout simplement fermé. Vous pouvez retrouver ici les informations sur TradingView en vous plaçant sur la petite zone ici, on voit bien que c'est fermé ici, alors que si on va sur un autre BTC qu'on ira voir tout à l'heure, qui lui fait une cotation 24, 7, 7, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est compliqué, ça je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, parce que c'est une réalité, quand on est dans une phase qui est après une hyperaccélération, on est dans une phase de léthargie, de restructuration, et voire même de baisse. Et c'est quelque chose qu'encore une fois, on a vécu ici, et qu'on a vécu ici, alors qu'on avait un S&P 500 qui s'est arraché totalement. Nous, on était vraiment très très compliqué. On ne bougeait absolument pas, on était dans une phase où on s'ennuyait réellement sur juin 2024, juin 2023. Quand on regarde cette période-là, pareil, on avait cette phase d'hyper-accélération, quelque chose qui a été vraiment très très impressionnant. Bon, bah, le BTC n'a absolument rien fait, hein. Le BTC était en phase de, bon, tranquille, je me la coule douce, je subis les baisses, il n'y a pas de problème, la hausse absolument pas. Et ensuite, on a eu le momentum haussier qui s'est fait sur, justement, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les ETF spot Bitcoin, qui ont injecté énormément de liquidités. Quasiment 18 milliards de liquidités ont été injectées. Dans toute cette phase-là, la première phase d'accélération, ça a été l'anticipation. On a eu ici cette mèche qui a été le lancement, qui a eu un sell the news qui n'a pas été aussi puissant qu'anticipé, mais qui a été quand même très fort, hein. C'est-à-dire que le lancement, c'est simple, c'était la mèche au-dessus, et ensuite on est allé retester plus bas, donc on a fait quand même un sell the news de 20%. C'est quand même conséquent, mais il y a eu la phase d'hyper-spéculation en amont qui nous a amené sur des niveaux très très hauts niveaux de BTC, et ensuite on a eu l'injection de liquidité suite à sell the news, qui a été assez puissant, et là on est dans une phase de stabilisation normale, parce que tout simplement nous avons eu le halving qui a eu lieu en avril 2024, dans lequel on rentre dans cette phase de stabilisation et on rentre dans une notion de cyclicité qui est encore bien présente, dans lequel ici nous avons l'industrie de BTC qui est en train de consolider, qui est en train de préparer, et encore une fois, ça a toujours été des opportunités d'achat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, c'est-à-dire que techniquement, on voit bien que sur court terme, on va chercher des zones plus basses, on structure, oui, des liquidités à droite à gauche, mais si on se retire de ce court terme et qu'on reste vraiment sur du long terme, on voit surtout qu'on est dans une phase de temporisation, certes légèrement à la baisse, mais quand même en mensuel, on est dans une phase de temporisation. Et c'est là où c'est intéressant de prendre un maximum de recul. Prendre un maximum de recul, c'est prendre justement ici le graphique du Total Index qui est ouvert continuellement et qui nous permet d'avoir l'ensemble des données consolidées. Et là-dessus, quand on regarde en weekly, on voit bien que oui, on est dans cette phase de consolidation, que c'est tout à fait normal suite à une prise ici de liquidité anticipée, que le halving est bien présent et qu'on retourne en fait dans un niveau d'ennui et de capitulation que l'on retrouve beaucoup plus sur les altcoins, mais aussi énormément sur BTC. Toutes les personnes qui sont rentrées dans le top ici sont en train de capituler parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'étaient pas formés, ils ne savaient pas comment gérer cette émotion-là, gérer l'investissement, ils ne savaient absolument pas
pourquoi ils étaient là, pourquoi ils avaient acheté ça, pourquoi c'était en négatif, pourquoi ils avaient perdu moins 30, moins 40, moins 50% de leur portefeuille. Beaucoup sont partis, d'où les liquidations que l'on a, et ceux qui restent, ceux qui sont persistants, tout simplement, ils sont en train d'apprendre à la dure, mais c'est en même temps le cycle, et c'est exactement ce que l'on est en train de voir encore une fois. Pour moi, je vous le répète, le bull run va arriver, généralement Q4 2024 et 2025, c'est quelque chose qui est cyclique, et dans lequel on voit encore une fois, pour ceux qui savent regarder les bons indicateurs, nous sommes encore une fois dans les mêmes zones des cycles précédents, nous sommes encore une fois dans quelque chose qui est identique. Alors oui, en effet, la macroéconomie est différente, mais ça a été le cas aussi le cycle précédent. Je vous rappelle qu'il y avait le Covid qui n'était pas présent dans les autres cycles, et pourtant, ça s'est passé de façon identique. Encore une fois, nous sommes toujours dans des spécificités, et pourtant, le cycle se répète. À un moment donné, il faut avoir conscience de ça, mais le but, ce n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. Le but, c'est surtout d'anticiper les différents risques que l'on peut avoir. Ici, nous sommes dans un risque où, oui, nous pouvons avoir un retracement qui est relativement fort, on va rediscuter des niveaux dans quelques instants, mais aussi on peut avoir un risque de ne pas aller retester ces niveaux-là et de repartir à la hausse. L'important, c'est juste de comprendre à quel moment on repart, et comment je vais gérer cette émotion, et comment mon portefeuille va réagir par rapport à ça. Encore une fois, tout est une question de stratégie, de gestion et de préparation. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, je le répète tout le temps, c'est surtout d'être préparé à avoir tort. C'est la gestion de votre risque qui détermine tout ça. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis en place une méthode qui est disponible gratuitement en commentaire en description, dans laquelle j'explique comment structurer votre portefeuille par rapport à votre profil psychologique, de façon à pouvoir justement limiter les émotions et que ce soit en corrélation avec vos objectifs. Encore une fois, si vous cherchez un x3, x4, x5 et que vous êtes full memecoin ou shitcoin, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et réciproquement, si vous cherchez un x10 et que vous êtes full BTC, encore une fois, c'est qu'il y a un problème. Si ça vous intéresse, en commentaire et en description, vous avez absolument tout de disponible. Mais revenons à nos moutons. Là, actuellement, on va se poser la question de jusqu'où on peut retracer. Il y a plusieurs, ici, perspectives. La première chose, c'est que nous sommes certainement dans une phase, hop, on va remettre là-dessus, d'un bull flag qui est présent, dans lequel on peut continuer à s'enfoncer dans une notion de temporalité. La temporalité est très importante, parce que quand on regarde ici, sur la dernière zone de léthargie que l'on a eue, c'était 182 jours, on est à 153, 160, à peu de choses près, donc on a encore du temps. Du temps, oui, parce que le mois de septembre, on va pas se le cacher, c'est pas forcément le meilleur au niveau de BTC. Quand on regarde l'historique qui est disponible sur CoinGlass, je vous invite à regarder ce côté-là, on voit que, en effet, sur septembre, on est en moyenne à moins 7%, quelque chose qui est quand même assez drastique, mais si on affine un petit peu, on se rend assez vite compte que c'est pas totalement vrai, parce que systématiquement, quand on a des mois qui sont négatifs en août, septembre n'est pas aussi négatif systématiquement. On est même plutôt à 50-50, donc globalement, on a une chance sur deux en septembre d'être en négatif. Mais si vous avez bien entendu ce que j'ai dit en début de vidéo, si on a un sell the news pour la mise en place des pivots sur la finance traditionnelle, et que malheureusement sur BTC et les cryptos, on subit les baisses du marché traditionnel, pas forcément les hausses, il y a de grandes chances que le mois de septembre soit quand même rouge. Mais justement, rouge jusqu'où? Et jusqu'où on pourrait aller? Là-dessus, il y a un niveau qui revient régulièrement dans la réflexion générale, qui est le niveau des 44 000. Je pense que vous l'avez certainement entendu, lu un peu partout, et c'est en même temps logique, parce que le 44 000, si on regarde les différents niveaux que l'on peut retrouver ici en prenant tout simplement un Fibonacci, prenant le point bas, le point haut, on se retrouve ici dans les 0,5 à 44 700, qui est ici aussi le début de l'injection de liquidité que l'on a retrouvé au niveau de l'ETF spot Bitcoin. Et oui, c'est le moment dans lequel on a eu l'hyper-accélération qui n'était pas forcément prévue en amont, dans lequel on retournerait dans un 0,5, et pour ceux qui ont l'habitude de l'analyse technique, ça veut dire aussi qu'on rentrerait dans l'hypothèse d'avoir une grande vague 1 et une grande vague 2 pour préparer une grande vague 3. Gardez-le en tête, on va revenir dessus au niveau des targets un petit peu plus tard. Donc oui, en effet, il y a un intérêt, il y a un autre intérêt que l'on a, c'est que cette zone-là est une zone dans laquelle il y a beaucoup de liquidités qui sont en attente. Mais est-ce que ça justifie le fait de retourner là? J'ai envie de dire, à ce moment-là, si on se base que sur les liquidités, on regarde ici ce graphique-là, on se dit, ok, en dessous de 40 000, on a en effet beaucoup de liquidités. Mais c'est pareil, en dessous des 26 000, on a beaucoup de liquidités. Les 26 000 représentent ici le début de la spéculation autour de l'ETF. Toute cette zone-là d'hyper-accélération. Est-ce que ça veut dire qu'impérativement, on doit aller retester cette zone-là avant de repartir? Non, pas forcément. Encore une fois, tout dépend de la structuration du cours et à quel point on va avoir un sell the news sur la macroéconomie et à quel point on va être faible au niveau de Bitcoin. On va pas se le cacher, actuellement on est quand même dans une période
d'hyper faiblesse qui a beaucoup de mal à repartir, et ça c'est le cas depuis mars 2024. Et plus ça prend du temps, plus ça va être difficile, plus il y aura de capitulation, et moins justement on aura un momentum aussi qui se structurera. Et il faut juste comprendre que quand on regarde un petit peu les volumes, et ça c'est très intéressant, je vous invite à le faire, et qu'on prend les volumes de l'accélération haussière, c'est-à-dire du plus bas qu'on a laissé sur le bear market en 2022 jusqu'au dernier niveau en fait du cours que l'on a ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des volumes, on a peut-être beaucoup de volatilité sur la période que l'on connaît là, mais on a très peu de volume par rapport à ce qu'on a connu dans la phase de consolidation sur la période de 2023. Ça vous dit déjà beaucoup de choses. Ça veut dire que quand on a un écrasement de la volatilité, mais beaucoup de volumes qui sont en train d'être achetés, c'est peut-être la période qui est intéressante. Et peut-être justement, ce que l'on attend, c'est un mouvement qui est suffisamment fort pour écraser derrière la volatilité, un petit peu comme on a pu connaître cette période-là, cette toute petite zone en juillet et août 2023 où il n'y avait absolument pas de volatilité, les bougies étaient écrasées totalement, pourtant on avait du volume qui s'accumulait. Bon, ceci étant dit, si on reprend le même volume et qu'on se redéplace un petit peu, et cette fois-ci qu'on se déplace tout simplement sur le momentum d'accélération par rapport au moment où la spéculation s'est mise en place, donc c'est-à-dire ici en octobre 2023, qui est cette phase d'hyperaccélération, on voit qu'on a quelque chose qui apparaît. Et oui, on voit ici le niveau de résistance, le niveau maximum de volume que l'on retrouve sur cette période-là, se trouve justement à proximité des 44 000 de la zone de 0,5. Et en effet, on a une zone de concordance. Concordance sur plusieurs indicateurs, mais aussi techniquement dans la réflexion de oui, l'élément qui nous fait différencier par rapport aux autres cycles, c'est en effet le lancement de BlackRock, l'injection des 19 milliards qui reprice une partie de Bitcoin. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est dans un cycle totalement différent? Non, ça veut juste dire qu'on a un événement qui est marquant et on voit qu'en effet, on a une probabilité d'aller retester les 44 000. Et quand on voit le momentum que l'on a ici et qu'on rezoome cette fois-ci, on voit bien qu'on peut faire une mèche très rapidement pour aller retester cette partie-là, puis ensuite repartir, comme on a connu justement début août. Encore une fois, tout dépend de la macroéconomie, tout dépend des leviers que l'on aura, c'est-à-dire les clusters de liquidation qui seront créés à ce moment-là. Encore une fois, comme on a vu dans cette zone ici, ça a été hautement racheté par les ETF, par les institutionnels, par beaucoup de whales, et on voit systématiquement quand on casse les 50 000 que l'on a des achats qui sont massifs. Et donc je pense que si une opportunité d'achat se trouve dans les 44 000, ça veut dire qu'elle ne restera pas longtemps. Encore une fois, il va falloir se préparer à cette éventualité-là. Préparation ne veut pas dire mettre une alerte et patienter, ça veut dire aussi anticiper ce qui peut se passer et le fait que ça puisse se faire d'un jour au lendemain, en une heure, pourquoi pas même, on a déjà vu des flash crash en 15 minutes, un aller-retour, ça s'est déjà fait et donc il faut être préparé à ces éventualités-là. Bon, maintenant, niveau des targets. Si jamais on arrive dans les 44 000, si on arrive dans les 44 000, c'est très simple, on prend son extension de Fibonacci, on prend le point le plus bas, on prend le point le plus haut, on prend dans un premier temps le retracement le plus bas que l'on a ici, d'accord, donc on ne parle pas des 44 000, on voit que le 1,618 qui est la target qu'on va se fixer si on était vraiment dans une première impulsion, deuxième impulsion de retracement, et ensuite deuxième accélération vraiment très forte, 1,618, 142 000. Ok. Quel est l'impact si on va chercher les 44 000? Et c'est là où c'est très intéressant, si on va chercher les niveaux des 44 000, peu importe, à peu de choses près, on voit que ça change très très peu. On parle d'une target sur le 1,618 qui évolue de 4 000 $, pardon, donc très très peu d'impact de ce côté-là. Et même si on va chercher beaucoup plus bas, qu'on va chercher de la liquidité qui se trouve en dessous de l'impulsion et de l'injection de liquidité et en dessous du sell the news que l'on a connu au niveau de l'ETF spot Bitcoin, on voit qu'on a 10 000 sur le prix final de PTC. Et encore une fois, ça reste un tout petit écart par rapport à l'évolution secondaire. Alors oui, là-dessus, certains pourront dire qu'on est dans une vague 1, vague 2, vague 3 Heliotis pour préparer la vague 4 et la vague 5. Et je vous rappelle qu'il y a de grandes probabilités dans une vague 5 de ne pas avoir une vague d'hyper-expansion et d'avoir une petite vague qui pourrait potentiellement nous amener à quelques milliers d'euros supplémentaires au-dessus de la target qu'on pourrait se fixer. Donc pour moi, la grosse zone, c'est en effet une rupture au-dessus
des 100 000 $ jusqu'à potentiellement 150 000 $. Là-dessus, il y aura beaucoup de fluctuations, il y aura beaucoup d'événements et des drop-off parce que certainement on aura l'arrivée des retail, on aura beaucoup de prises de profit et ce sont des périodes qui seront très compliquées à gérer psychologiquement parce que vous avez l'impression d'être le dieu du monde. Vous vous direz, j'ai fait déjà x, peu importe le multiplicateur que vous faites, mais ça veut dire qu'on peut encore faire x. Et donc vous dites, mais ça ne sert à rien que je vende maintenant, ça se trouve, on va continuer à monter. Là-dessus, on va voir l'apparition des super cycles. On va voir une notion de FOMO où tout le monde va parler de to the moon. Quelque chose que vous ne ressentez pas maintenant, que vous avez peut-être ressenti si vous étiez présent dans ces phases d'accélération, mais je peux vous dire que dans le bull run, c'est pas ça, c'est ça, x10, x20, x30, x40. Ceux qui ont déjà fait des cycles, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire, expliquez à ceux qui n'ont pas vécu ça, comment ça se passe, et c'est quelque chose que l'on n'a absolument pas vécu pour l'instant dans cette période-là. Je peux vous assurer qu'il est impératif que vous ayez vos ordres de vente, que vous ayez votre stratégie qui soit écrite directement, affichée à côté de votre PC à ce moment-là, pour être sûr de ne pas déroger aux règles que vous allez vous imposer, parce que vous allez vraiment morpher psychologiquement. Comprenez bien que ici, si vous pensez que c'est difficile ces zones de léthargie, je peux vous dire que la zone d'accélération et la zone de vente, le moment de vente sera tout aussi compliqué. Et c'est là où il faut comprendre que l'investissement, c'est quelque chose qui demande de la préparation, qui demande une stratégie, qui demande aussi une préparation psychologique, parce que beaucoup pensent que c'est simple, on achète en bas, on vend en haut, et que c'est simple, il suffit de cliquer et d'appuyer, sauf que ça ne se passe jamais comme ça, c'est toujours une lutte des émotions, et une comparaison de nos émotions par rapport à ceux des autres et à ceux du marché en général. Et c'est là où c'est toujours le plus compliqué. Et encore une fois, ne cherchez pas à avoir raison. Cherchez surtout à préparer toutes les éventualités, à surtout être préparé si jamais vous avez tort, de façon à pouvoir gérer. Et pourquoi je vous dis que, dans le général, je suis prêt pour la fin de l'année? Tout simplement parce que sur la fin de l'année, sur octobre, novembre, décembre, on va pas se cacher que quand on regarde les moyennes, c'est toujours là où c'est le plus sexy, surtout octobre, novembre, et c'est là où il faut se préparer. Ça peut très bien commencer fin septembre, comme début octobre, comme fin octobre. Encore une fois, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal, on se base simplement sur les statistiques, sur des indicateurs, sur des éléments les moins biaisés possibles, et surtout, accepter le fait d'avoir raison comme d'avoir tort, et se préparer à toutes les éventualités. Le but pour tout le monde, c'est d'atteindre ses objectifs, peu importe ce que le marché nous réserve, et ça, ne l'oubliez jamais. J'espère que cette vidéo vous a aidé, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.